Madame, monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Le 7e e-prix de Monaco se tiendra ce samedi 27 avril. Il lance la saison des épreuves automobiles en principauté. Nous ferons le point dans quelques instants sur les derniers préparatifs, notamment en termes de sécurité. Et Michel Dota, le directeur général et président de la commission média de l'Automobile Club de Monaco, sera notre invité pour aborder plus en détail cet événement. Le Monaco Economic Board a tenu ce matin une conférence sur les atouts économiques du Royaume-Uni, l'occasion de mieux connaître les évolutions du pays depuis le Brexit. La semaine européenne de la vaccination débutée ce lundi, elle rappelle que se faire vacciner est le moyen le plus efficace pour se protéger de nombreuses maladies infectieuses graves. Nous recevrons dans quelques instants le docteur Hervé Haas, chef du service pédiatrique du CHPG. Et puis vous découvrirez le programme pédagogique Les Apprentis Collectionneurs. Des lycéens ont choisi les prochaines œuvres qui intégreront le nouveau musée national de Monaco. À quelques jours du coup d'envoi des épreuves automobiles en principauté, l'heure est aux ajustements de dernière minute, notamment en termes de sécurité. Les pompiers de Monaco travaillent avec l'Automobile Club pour assurer la bonne tenue des infrastructures. Ce matin, une visite d'inspection a eu lieu pour finaliser certains détails. Reportage sur place signé Alban Jean-Jambre et Alexandra Marangoni. C'est avec un œil d'expert qu'il analyse chaque recoin du bâtiment. Les pompiers de Monaco font partie de la commission technique en charge de l'inspection des lieux, de la direction de course au garage en passant par les stands. Le corps des sapeurs-pompiers s'assure que les conditions de sécurité soient respectées. On regarde la vacuité des dégagements, bien entendu, pour que les gens puissent sortir s'il se passe quelque chose. On regarde les différentes installations techniques pour voir qu'il n'y ait pas de problèmes d'échauffement, notamment des installations électriques ou dans les différents locaux. On regarde qu'il n'y ait pas de stockage anarchique. On regarde également que toutes les installations tous les moyens de secours soient bien en place. C'est-à-dire l'éclairage de sécurité, les extincteurs, la détection en incendie. Un procès verbal est ensuite rédigé à l'intention de l'Automobile Club de Monaco pour résoudre les derniers détails. Ça peut être des prescriptions sur l'interdiction de stockage, par exemple dans les locaux techniques, la vacuité des dégagements, la bonne mise en place des installations de sécurité, par exemple le bon emplacement des extincteurs pour qu'ils puissent être accessibles rapidement par les différentes personnes qui se trouvent dans les locaux et pas encombrés, pas déplacés. Et voilà, donc c'est toutes ces petites préconisations qui sont nécessaires pour que l'exploitation après puisse travailler dans de bonnes conditions. Comme à chaque Grand Prix, cette structure démontée puis remontée est inspectée dans ses moindres détails. Cette année, 3 visites sont prévues avant l'e-prix, avant le Grand Prix historique et avant le Grand Prix de Formule 1. Vous l'aurez compris, à l'approche de ce type d'événement international, chaque détail compte, que ce soit donc en termes de sécurité ou d'organisation globale. Et ces cours attirent incontestablement de nombreux journalistes du monde entier. Tout doit donc être parfait. Michel Dota est le directeur général et président de la commission média de l'Automobile Club de Monaco. Il est avec nous ce soir pour nous en dire plus sur la couverture médiatique de l'événement. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. Nous sommes à quelques jours de la première des 3 épreuves automobiles. Peut-on faire le point sur les derniers préparatifs de ce e-prix 2024? Où en sont-ils? Comme vous vous en doutez, bien sûr, nous sommes prêts. Nous sommes dans les starting blocks. Nous attendons nos 3 épreuves avec plaisir, mais aussi toujours avec une certaine anxiété pour faire au mieux et puisque nous sommes en exposition mondiale et donc l'image de la principauté est en jeu. Et toutes nos équipes sont prêtes pour commencer ces 3 merveilleuses épreuves qui se déroulent quand même sur 5 semaines. Donc, vous voyez une cadence assez effrénée, je dirais. Depuis 7 ans maintenant, le e-prix prend place sur le circuit de Monaco. Quelques semaines, vous le disiez, avant le légendaire Grand Prix de Formule 1. Cet événement, c'est vrai, plus respectueux de l'environnement, trouve chaque année un plus grand public. Est-ce que vous le constatez, que ce soit auprès des journalistes ou même du grand public sur les réseaux sociaux? C'est un nouveau public, un public aussi qui est séduit par la formule de qualification.
c'est-à-dire en élimination directe à la fin, un petit peu comme, je dirais, au football ou au rugby, vous voyez, dans les finales. C'est une façon de présenter tout ce qui est Grand Prix d'une façon différente et qui intéresse énormément un public plus jeune et donc plus nombreux. C'est vrai que pendant les épreuves automobiles, le spectacle ne se trouve pas uniquement sur le circuit, puisqu'en parallèle des courses sont organisés de nombreux événements qui drainent énormément de célébrités. C'est vrai, c'est The Place to Be durant tout le mois à Monaco. Oui, alors pour donner une anecdote, les rotations d'hélicoptères, écoutez-moi bien, les rotations d'hélicoptères, nous sommes 5 fois plus de rotations d'hélicoptères pendant le Grand Prix que dans toute autre manifestation sportive. Tout est dit. Au niveau de la couverture médiatique du e-Prix et des Grands Prix, chaque année, des centaines de journalistes du monde entier viennent à Monaco. C'est un vrai plus de toute façon pour la promotion du territoire. Voilà, tout le monde parle de la principauté durant cette période. Nous avons 80 pays qui nous couvrent, avec 130 à peu près diffusions. Ça fait des millions d'heures de téléspectateurs, des milliards même à la fin de personnes qui regardent. Mais aussi, nous avons, parce qu'on en parle très peu, la couverture presse, elle est à 30 000 couvertures de presse environ, ce qui représente un chiffre d'affaires vraiment colossal. Voilà. Le Grand Prix de Monaco n'est pas seulement la plus mythique des courses de Formule 1, c'est aussi l'événement le plus important organisé en principauté, on le disait. Et d'un point de vue économique, vous venez d'en parler justement, les retombées sont forcément incroyables également. Nous avions fait il y a quelques années une étude très précise sur les retombées TVA. Certains établissements arrivent à faire pour la principauté de Monaco jusqu'à 25 à 30% de leur chiffre d'affaires en 5 jours. Le Grand Prix est vital pour la principauté de Monaco, non seulement au niveau d'image, mais aussi au niveau chiffre d'affaires. C'est tout le réseau économique monégasque qui en tire profit, avant, pendant et même après d'ailleurs. Pour ce 7e e-Prix qui aura lieu ce samedi 27 avril, est-ce que vous avez d'ores et déjà une petite idée de l'affluence qui aura lieu ce week-end en principauté? Je pense que nous aurons environ entre 5 et 10 000 personnes à peu près. C'est un peu vague, mais ça dépend du temps. En fait, comme c'est une épreuve sur une seule journée, les gens ne se déplacent pas de la même façon. C'est souvent des gens qui sont dans les communes environnantes ou dans les départements environnants, ou dans les pays style Italie qui peuvent venir. Donc ils viennent souvent la veille au soir pour la journée. Donc c'est beaucoup plus aléatoire, mais je pense qu'actuellement on peut compter sur pas loin de 10 000 personnes. Merci à vous Michel Dota d'avoir été présent sur Monaco Info et bonne chance pour ce week-end avec le début du 7e e-Prix de Monaco. Merci beaucoup à vous. Et je vous informe que vous pourrez suivre l'e-Prix de Monaco en direct sur notre antenne ce samedi 27 avril, dès 11h25 avec les quarts de finale. La course sera, elle, à 15h30. Aux commentaires, Frédéric Elion et Franck Phillips. Ils débrieferont d'ailleurs de tous les résultats de la journée dans Les Experts du e-Prix à 19h30, juste après votre journal. Valentin Vachereau participait cet après-midi aux qualifications du tournoi de Madrid et le Monégasque s'est imposé 6-3, 2-6, 6-2 face à Yuri Rodionov. Il rejoint ainsi le deuxième tour des qualifications où il affrontera cette fois l'Américain Kovacevic. Bravo à lui. Ce matin, le Monaco Economic Board tenait sur le Rocher une conférence sur les atouts économiques du Royaume-Uni. L'objectif, encourager les entrepreneurs monégasques à investir prochainement dans ce pays. Un reportage d'Anaëlle Marquez et d'Olivier Bonello. Ce matin, le Castle Rock n'avait pas des allures de restaurant mais de salle de conférence. Le Monaco Economic Board y accueillait l'ambassade du Royaume-Uni pour parler investissement, affaires et commerce. My job is to grow UK exports and to support investments from overseas into the UK. So I'm here in Monaco because I know you have a very vibrant business community, and I've already been meeting and hearing about some of the work that you do here, both in terms of the leisure and tourism industry, the financial services industry, but beyond that it was really fascinating already to hear the diversity of industry that is here in Monaco.
L'objectif de cette rencontre, présenter l'économie britannique aux entrepreneurs et banquiers monégasques pour les inciter à investir outre-Manche et créer plus de liens entre le Royaume-Uni et la principauté. The topic today is to talk particularly about the UK and the strengths of the UK economy. There have been quite a few myths around about the UK following our exit from the EU, and I think that it's really an opportunity to explain how the UK economy is doing because it's a really positive outlook for the UK economy. Ce rendez-vous était aussi un avant-goût du prochain voyage d'entrepreneurs organisé en juin par le Monaco Economic Board. Plus de 60 potentiels investisseurs monégasques se rendront en Angleterre pour trouver peut-être de prochains partenaires. Chaque année, la Semaine européenne de la vaccination rappelle l'importance de vacciner les enfants, mais aussi les adultes. En effet, c'est le meilleur moyen pour se protéger contre des infections graves et diminuer les risques d'épidémie. D'autant que certaines maladies sont en ce moment même en pleine recrudescence. Pour faire le point à Monaco, nous recevons le docteur Hervé Haas, chef du service pédiatrique du CHPG. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être à nos côtés à l'occasion de la Semaine européenne de la vaccination, d'autant qu'il est primordial de rappeler l'importance de la vaccination pour lutter efficacement contre certaines infections transmissibles. Je pense notamment à la rougeole avec de nombreux cas en principauté ces derniers mois. Effectivement, il y a eu plusieurs cas en principauté, mais pas uniquement en principauté. En France, juste à côté, il y a eu plusieurs centaines de cas. On en a connu aussi en Suisse, et vous savez qu'à Monaco, beaucoup de gens viennent de l'extérieur. Et donc, il y a un risque très clair d'importer, entre guillemets, la rougeole dans la principauté, ce qui justifie complètement, d'une part, de rappeler qu'on a un vaccin qui est très efficace, à condition de l'administrer en 2 doses, et pour que chacun aussi regarde dans son carnet de vaccination s'il est vraiment à jour. Donc c'est un point très important parce que la rougeole, il faut le rappeler, est une maladie extrêmement contagieuse et c'est une maladie qui, notamment chez l'adolescent, l'adulte, peut être gravissime. Par atteinte neurologique, par atteinte pulmonaire, c'est une maladie sérieuse et très très grave. On parle beaucoup, c'est vrai, des enfants et des adolescents, mais je crois que les femmes enceintes peuvent aussi protéger leur futur bébé en se vaccinant. Ça c'est vrai. Alors je précise qu'on ne fait pas le vaccin contre la rougeole chez une femme enceinte. Le vaccin contre la rougeole au rayon rubéole étant un vaccin vivant atténué, c'est-à-dire que c'est le virus qu'on a affaibli, mais il reste vivant. Et par précaution, on ne le fait pas chez la femme enceinte pour une raison évidente de la présence du fœtus. Mais vous avez raison, la femme enceinte peut être vaccinée contre un certain nombre de maladies pour la protéger, elle, notamment contre la grippe, parce qu'on sait que la grippe pendant la grossesse est à très haut risque pour la femme enceinte, contre le Covid aussi, parce que ce sont 2 situations où la maman met sa vie elle-même en danger, et bien évidemment celle de son fœtus. Et puis, la maman peut être l'objet d'une vaccination avec un objectif qui est bien entendu de la protéger elle, mais aussi de protéger son fœtus et donc son futur nouveau-né. Et je pense notamment à la vaccination contre la coqueluche, où maintenant il est recommandé de vacciner la femme enceinte lors du 3e trimestre de la grossesse, pour permettre à la maman de fabriquer des anticorps, et ces anticorps vont ensuite être transmis par voie transplacentaire au bébé, et ce bébé, dès la naissance, aura un taux d'anticorps suffisamment élevé pour être protégé contre une maladie qui est gravissime dans les 3 premiers mois de la vie. Et je rappelle que le bébé ne pourra être vacciné contre la coqueluche qu'à partir de 2 à 3 mois. Ça veut dire qu'il ne sera immunisé par sa propre vaccination qu'au-delà de 4 ou 5 mois. Ça, c'est très important, et on a un nouveau vaccin qui vient d'arriver. C'est le vaccin contre le VRS, qui veut dire virus respiratoire syncytial, qui est le virus de la bronchiolite. Et là, c'est pour protéger la maman, mais c'est surtout pour protéger, là aussi, son futur nouveau-né pendant les premiers mois de sa vie, contre une infection qui est gravissime, puisque ça provoque la bronchiolite, qui est une cause fréquente et d'hospitalisation prolongée pendant les périodes épidémiques, c'est-à-dire de septembre au mois de février. J'aimerais que l'on parle également des adolescents et notamment la vaccination des jeunes filles et garçons contre le papillomavirus humain. Alors, c'est pas nouveau, mais chaque année, il est nécessaire de rappeler. C'est une vaccination qui maintenant existe depuis de nombreuses années, pour lesquelles non seulement on a un recul en termes d'efficacité, directement sur les cancers,
puisque maintenant on a des données qui montrent que la vaccination contre le papillomavirus prévient d'un certain nombre de cancers, notamment du cancer du col de l'utérus chez la jeune fille. Il n'y a pas que les jeunes filles que l'on vaccine aujourd'hui, on a aussi les jeunes garçons. Dès l'âge de 11 ans, entre 11 et 14 ans, on peut les protéger très tôt, avec simplement 2 injections. À cet âge-là, je rappelle qu'au-delà de 14 ans, il faudra faire 3 injections pour avoir un schéma vaccinal complet, pour protéger de manière la plus efficace possible contre les cancers du col chez la jeune fille, mais aussi contre les cancers de la vulve, cancer de l'anus, cancer du pénis chez le garçon, et aussi contre le cancer du ORL, c'est-à-dire cancer de la gorge, dont on a montré qu'aujourd'hui, c'est la première cause de cancer de la gorge chez l'homme comme chez la femme. Ça n'est plus le tabac et l'alcool qui est la première cause de ces cancers ORL. Donc vous voyez que c'est un virus très agressif et qui touche autant la femme que l'homme, et il est donc important de vacciner les deux. Un dernier mot sur le calendrier vaccinal. Je crois qu'il y a quelque chose qui va sortir dans les heures qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il y a notamment une nouveauté très importante que l'on attendait depuis assez longtemps, depuis même très longtemps. C'est la prévention des infections invasives à méningocoque. Nous avions déjà un vaccin qui était à disposition contre le méningocoque C. Il y en avait un autre qui était arrivé il y a 2 ans contre le méningocoque B. Ce sont des bactéries qui sont responsables de méningites foudroyantes. Et on s'est rendu compte, après la période du Covid, grâce, si je puis dire, aux mesures de distanciation, port de masque, confinement, il n'y a plus d'infection invasive à méningocoque. Le méningocoque ne circulait plus. Ça s'est maintenu en 2023 et en début de 2024. De l'année 2024, on a eu une recrudescence des cas et on s'est rendu compte que non seulement c'est le méningocoque B qui représentait plus de 40% des cas, mais on a vu monter en incidence, ce qu'on appelle en incidence, le nombre de cas de méningocoque W et de Y. Et la nouveauté du calendrier vaccinal, c'est qu'on va mettre à disposition aujourd'hui, chez les nourrissons, mais aussi chez l'adolescent, c'est recommandé et remboursé, un vaccin contre le A, le C, le W et le Y. Donc c'est une avancée très importante contre des infections gravissimes, et c'est ce qu'on attendait depuis très très longtemps. Merci à vous, docteur, pour tous ces conseils et toutes ces recommandations. Je vous en prie. La Principauté accueille la 12e édition de la Monte Carlo Fashion Week, un événement emblématique fondé en 2013 par Federica Nardoni Spinetta, qui est également d'ailleurs la créatrice de la Chambre monégasque de la mode. Je vous propose de l'écouter, elle nous dévoile le riche programme de l'événement. Nous fêtons la 12e édition et en plus nous fêtons le 15e anniversaire de la Chambre monégasque de la mode. Donc nous avons un riche calendrier avec des défilés. Nous avons plus d'une trentaine de marques internationales et monégasques, bien sûr, qui seront présentes, qui dévoileront leurs collections, soit sur le runway, soit par des défilés, soit à le Fashion Hub. Et en plus, nous avons des personnalités qui feront des conférences. Nous avons aussi un très beau projet que nous avons fait avec le pavillon Bosio et Central St. Martins de Londres, avec des étudiants qui dévoileront leurs collections. Donc vraiment un riche panel de la Fashion Week. Ces propos étaient recueillis par Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Depuis 8 ans, le programme pédagogique Les Apprentis Collectionneurs, initié par le nouveau Musée national de Monaco, forme des élèves de première et de terminale à l'acquisition d'une œuvre d'art. L'objectif trouvé, celle qui sera dans les prochaines collections du musée. Alors après 1 an de visites, d'expositions et d'ateliers de formation, des lycéens ont enfin pu présenter leur sélection. Un reportage d'Anaëlle Marquez et de Thomas Deus. Ils étaient 19 élèves de première option art à passer devant un jury pour présenter et défendre les œuvres qui, selon eux, devraient avoir leur place prochainement au nouveau Musée national de Monaco. Photographie, peinture, sculpture, les lycéens apprentis collectionneurs avaient carte blanche pour dénicher la prochaine pièce du musée. Les élèves sont rendus à Paris pour découvrir la foire Art Paris, dans laquelle ils ont sélectionné chacun un ensemble d'œuvres qu'ils pourront proposer ici même aujourd'hui au jury qui rentrent dans les collections du nouveau Musée national de Monaco. Ils ont également pu découvrir des expositions, parce que c'était aussi l'objet de ce voyage de découverte pour eux. Mais c'est aussi le fruit d'un long travail, surtout tout au long de l'année scolaire, qui consiste à suivre des ateliers de formation, des visites d'exposition, dans lesquelles on rentre un peu plus dans les coulisses d'un musée.
Comprendre le marché de l'art, appréhender la création contemporaine et apprendre le fonctionnement d'un musée, voici donc les enjeux du programme Les Apprentis Collectionneurs. Et du côté des élèves, c'est une réussite. Le projet artistique s'est montré très enrichissant. Ça nous a apporté beaucoup de confiance, apprendre à décrire une œuvre, à présenter un projet, et aussi à prendre contact avec les galeries avec lesquelles on a dû travailler. Ça m'a permis de mieux comprendre comment une œuvre peut être faite parce que il y a plusieurs techniques qui peuvent être recensées pour faire de l'art. Lors des éditions précédentes, le programme avait permis au NMNM d'acquérir des œuvres de Marc Dion, Rita Ferreira, Pierre Joseph ou encore Mika Rothenberg. Cette année, c'est l'artiste Katia Camelli qui a été mise à l'honneur. Ces 4 œuvres constituant la Cantique des oiseaux seront à retrouver prochainement au nouveau Musée national de Monaco. À Monaco, vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier les modes de transport durables, à l'image du vélo électrique qui gagne chaque année du terrain sur les autres modes de déplacement. Nous retrouvons tout de suite Crisinda Tomel en plein cœur de la Principauté dans une boutique qui propose justement différents modèles électriques. Oui, et une fois de plus, c'est sur la promenade Honoré II que je vous retrouve, cette fois pour vous parler d'un concept bien particulier. Vous êtes nombreux à rouler 100% électrique aujourd'hui. C'est devenu un petit peu le moyen de locomotion indispensable sur les routes en Principauté. Et aujourd'hui, c'est chez Monaco Bike que nous vous retrouvons. C'était il y a 5 ans. Et donc on a commencé en ligne à se faire connaître avec des vélos un peu spéciaux comme ceux-là avec les grosses roues. Et il y a 1 an, du coup, on a ouvert cette boutique sur Monaco. Alors le vélo électrique, c'était un peu une évidence ? Sur Monaco, c'est vrai que c'est quand même mieux pour les déplacements. Il y a quand même pas mal de dénivelé. On force quasiment pas, les gens ils s'en rendent pas compte, mais c'est quasiment comme un scooter. Même en plein été, vous montez à la Turbie. Il y a certaines personnes, je leur dis vous montez à la Turbie sans problème. Ils sont impressionnés, mais vous pouvez faire encore plus de kilomètres. Bon, on fait un peu tout ce qui est mobilité électrique, vélo, skate, trottinette. Et on va faire toute la maintenance aussi, le SAV, que ce soit sur les trottinettes ou sur les vélos. Grâce au magasin, du coup, ça nous a donné un peu plus de maintenance à faire. Et c'est important pour nous de faire un suivi de nos produits. Quelles sont les différentes gammes de vélos que vous proposez ? Alors on va avoir des vélos plus classiques, des VTC, donc pour se balader en ville, pour aller un peu à la montagne. On va avoir des fat bikes, c'est des modèles un peu plus fun, donc assez confort avec des gros pneus. D'ailleurs c'est avec ça qu'on s'est fait connaître en partie. Et après on a des petits vélos pliables aussi, qui sont sympas pour les bateaux, mais aussi pour les camping-cars, pour les déplacements, pour les gens qui partent en vacances. Et puis vous faites de la location également ? Exactement, on propose un service de location, donc on fournit un vélo électrique avec panier, antivol, casque, et ça permet aux gens de sortir un peu de Monaco, d'aller vers Saint-Jean-Cap-Ferrat ou même de monter à la Turbie parce qu'ils ont une bonne autonomie, et on propose aussi avec siège enfant. Ça coûte combien pour louer un vélo ? Alors 2 heures, on va être à 25 € et après c'est 45 € par jour, puis c'est dégressif suivant le nombre de jours. Ça permet aux locaux d'essayer les modèles sur 1 ou plusieurs jours et après soit ils passent le cap. Bon, en général, s'il y a essai, il y a achat. Le vélo électrique, c'est inné. Vous l'aurez compris, rouler à l'électrique aujourd'hui est indispensable pour notre planète, d'autant plus qu'avec un vélo, vous pouvez aller jusqu'à 25 km/h. L'autonomie est comprise entre 50 et 60 km. Donc, quoi de mieux que de s'offrir aujourd'hui un vélo électrique? Alors, Monaco Bike est ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Il vous reçoit bien sûr pour vous présenter ses nombreux vélos ainsi que ses skates et ses trottinettes, mais également pour le service après-vente. Eh bien, merci à vous, Crisinda Tomel, pour toutes ces informations.
J'ai le plaisir de vous annoncer que de nouveaux épisodes du podcast de Monaco Info sont disponibles. Axel Amalberti, adjoint au maire en charge des animations et des loisirs, et Christian Gauthier, responsable des opérations de réhabilitation du patrimoine du Palais Princier, se sont tous deux livrés au micro de Geneviève Berthy. Des entretiens exclusifs à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Nous faisons le point sur vos prévisions météo avec Alban Gingembre et je crois que le beau temps ne fera pas encore son retour. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Pas d'amélioration demain, une couche de nuages continuera de dominer la principauté avec quelques éclaircies de temps à autre, mais rien qui ne suffira à faire chauffer le thermomètre. Les températures varieront de 7 à 11 degrés. Prévoyez un parapluie car quelques averses sont aussi attendues et en ce mardi 23 avril, vous pourrez souhaiter une bonne fête aux Georges. Une triste nouvelle à vous apprendre avant de refermer ce journal. Roland de Rechnevski est décédé ce lundi matin. Il était le directeur de la compagnie des autobus de Monaco, mais aussi consul honoraire du Vietnam depuis 2014. Toute l'équipe de Monaco Info présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Concernant les photos du soir, elles vous sont proposées par Stéphane Dana. Il est allé voir où en est le montage des différentes installations à J-5 du IPRI de Monaco. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Très belle soirée sur Monaco Info.